Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». C'était notre émission de Ça vaut le détour qui commence. Merci encore une fois d'être avec nous cette semaine. Et aujourd'hui, beaucoup de choses à vous proposer, bien sûr. Tout de suite, le menu de la deuxième portion de l'émission. Autour de la table, on va discuter, un peu comme il y a 2 semaines, on va discuter d'art, mais cette fois-ci avec des entreprises d'économie sociale de Laval. On parlera avec une entreprise de cinéma, Ikebana Productions, un café, le café Le Signet, qui organise des concerts. Et on aura aussi quelqu'un de la coopérative Sainte-Rose-des-Vents. Ça sera en deuxième portion, mais pour la première, mes collaborateurs cette semaine, Nicolas Poirier, Martine Larose, Cynthia Desaulniers et Jean-Luc Bouchard. 4 autour de la table. Bonjour à vous tous. Bonjour. Une belle semaine vous avez passée? Oui, tout à fait. Tout de suite, on va avoir une petite idée de quoi vous allez nous parler aujourd'hui. Nicolas, tu nous parles bien sûr de cinéma. Oui, tout à fait. Je vous parle du film The Call. En français, c'est L'Appel. C'est un thriller avec Halle Berry. Halle Berry dans quelques instants. Martine, toi? Nous, on parle cellulite. Alors, printemps égal. Ça vaut le détour d'avoir de la cellulite? À vous de choisir, mais c'est le printemps, donc on se prépare pour l'été qui s'en vient. Parfait. Cynthia, toi? Moi, je vous parle de relaxation, donc je vous parle du spa, le finlandais. Oui, aujourd'hui, on triche un petit peu avec toi. Là. Juste un peu. On passe le pont, mais ça vaut le détour quand même. Et on commence tout de suite, on commence comme par le dessert aujourd'hui. On va commencer avec Jean-Luc. Toi, tu nous parles de cabane à sucre. Ouais. C'est le temps de la cabane. On va tricher aussi, mais autrement, plus côté bouffe. Ouais, je vous parle en fait d'une cabane à sucre à Laval, mais je veux juste mettre les bases tout de suite. C'est plus qu'une cabane à sucre, c'est la ferme au Vieux-Chêne. Ils ont des activités pas mal toute l'année, mais là, on s'entend que c'est pas mal le cœur de l'action pour eux, là, pour la cabane à sucre. Ils en ont jusqu'au 28 avril, donc vraiment là, tout le mois d'avril. Encore un bon mois pour y aller. Même quand il va commencer à faire plus chaud. Par contre, les réservations pour les fins de semaine, c'est déjà pas mal plus serré. Mais il y a de la place encore pas mal la semaine. Puis c'est assez particulier là, comme cabane à sucre. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Mais premièrement, êtes-vous allé à la cabane à sucre cette année? Moi, je suis allée à la cabane à sucre. Pas encore. J'y vais dans une semaine. Bientôt. Oui, moi aussi. Je suis encore en train de le digérer. Une semaine et demie après. C'est ça le problème, hein? Faut passer au spa après. Préparer, c'est ça. Faire une détox. Puis, Parce que ça amasse beaucoup de cellulite après ça. on a vraiment une thématique aujourd'hui. Par contre, ça a l'air que quand on mange extrêmement gras, comme mettons la cabane à sucre, ça a l'air que c'est bien boire quelque chose de chaud parce que ça aide à mieux digérer le gras et tu as moins de chances que ça se ramasse, que ça Donc, reste dans le une poids. bonne tisane à la menthe. c'est ça. Ou un vin chaud. Et suggéré. Oui, un vin chaud. Ou un vin chaud. Faudrait essayer. À la cannelle. Tant qu'à se gâter, là. Donc, la cabane au Vieux-Chêne. Oui, eux, dans le fond, ce qu'ils vous proposent, c'est vraiment une petite cabane à sucre. C'est une 60aine de places à peu près. Donc, c'est vraiment plus intime, plus chaleureux. Puis, c'est un bon 2 heures, le repas. Et c'est... Dans le fond, c'est... 2 heures, c'est quand même long. C'est assez long, puis... Il faut quand même. Il faut prendre le être capable de manger tout ça. Ouais. Tout est fait maison du début à la fin. Là. Le pain est fait maison. Ah, ça, c'est le fun dans ce temps-là. C'est vraiment intéressant avec leurs produits parce que c'est une ferme maraîchère aussi à la base. En fait, là, c'est une dizaine d'hectares. En superficie, vous allez le voir assez facilement là, si vous allez sur Google Maps. C'est au coin de la 25 puis du boulevard des Mille-Îles. Donc, tout le côté ouest, c'est 7 hectares d'érables. Donc, évidemment, ils produisent leur sirop d'érable, mais aussi des fruits et des légumes. Et il y a une bleuetière aussi. Qui est en train de se produire. En fait, la production va être pas mal plus à son maximum d'ici quelques années. Mais c'est quand même bien établi. On amène le Saguenay à Laval. Oui, bien un peu quasiment. Parce qu'avant, c'était des champs de framboises. Puis là, ils l'ont converti. Mais il y a encore des petites traces de ça dans le dessert. Il y a une espèce de crêpe avec un coulis de framboises. Ils vont peut-être le convertir au bleuet éventuellement. Puis, donc, c'est ça. Ça se veut vraiment un endroit
plus intimiste, peut-être plus chaleureux. Familial. Peut-être plus pour les couples que pour les familles, je dirais. Oui? C'est ça. C'est comme une autre approche, si on veut. Habituellement, les cabanes à sucre qu'on a en tête, la grosse production, les animaux de ferme. Et des activités aussi. Les activités, les machins gonflables, tout comprendras. Mais non. là, Il non, n'y c'est a ça. pas d'activité. Il y a la tire, évidemment, aussi à l'extérieur. Sinon, c'est plus concentré vraiment sur l'expérience du repas le plus champêtre à l'intérieur de la grange. Un peu plus tranquille un petit peu que Oui, mais en même temps, plus tranquille, oui puis non, parce qu'il y a un chansonnier qui arrive à la fin de tout ça, c'est le propriétaire. Ah. Donc, c'est vraiment bien parce bien, qu'il ça. participe à tout. Moi, je sais pas comment ils font, ils travaillent vraiment 7 jours sur 7, c'est l'enfer. Puis en même temps, ce qu'ils font, ils accueillent les gens, les propriétaires servent la soupe avec les employés, puis le propriétaire prend sa guitare pendant le dessert puis commence à chanter. Puis là, il nous avertit d'avance, si vous ne répondez pas, faites des chansons à répondre, vous allez faire la vaisselle. Je pensais qu'on vous enlève votre dessert. Alors, Vous êtes de répondre, sinon... Vous faites la vaisselle là. On Vous allez répond dans faire ce faire des temps-là. tâches, non, c'est Est-ce ça? qu'il a déjà mis ça en pratique? Ben, je pense que c'est plus une mise en scène qu'une vraie sanction. Il y a peut-être une couple de photos en train d'essuyer juste pour faire peur au monde, mais... Ben, en même temps, ça pourrait bien des gens qui pourraient dire oui, je veux faire la vaisselle, comme ça aide à digérer. tu sais. Bon, Pourquoi pas, hein? je vais passer mon tour. Et sinon, une petite course dans les 10 hectares de terrain dans les environs. Alors, le menu, c'est somme toute traditionnel. On veut vraiment rester dans une bouffe comme Ben, il faut. fidèle À la à la cabane, on cabane veut à quand sucre. même. Mais avec une petite touche de plus. Il n'y a pas de patates bouillies, par exemple. Il n'y a pas d'omelette non plus. C'est une quiche qu'on vous sert avec Mais tu vois, déjà là, c'est fromage différent. brocoli. Puis sinon, tout le reste, c'est pas mal traditionnel. Puis ils vendent des produits aussi sur place. Donc ça, c'est intéressant. Des produits maison dans leur boutique. Ils appellent ça la tarterie. Ah. Et c'est du mardi au dimanche. De 11h à 18h, là, si ça vous intéresse. Ils en produisent des tartes. Ils ont 2 fours, comme qu'on a à la maison. Des fours traditionnels. Là. Ouais. Combien de tartes vous pensez qu'ils peuvent faire dans une journée? Dans une journée. 40. Combien de temps ça cuit? 150 tartes. 150. ok. 150 tartes. Juste pour la vente? Juste pour la vente ou juste ceux qui servent aussi en même temps? Je pense que c'est la production La production quotidienne. quotidienne. D'après moi, c'est pour 150 toutes. tartes quand même, 150 par tartes. jour. Moi, j'ai de la misère à en faire 2 dans la journée. Comme ça, Ouais, c'est des quand grosses même, tartes hein? comme ça. Ah, je sais pas la grosseur, par exemple. Ça doit être assez petit parce qu'il en rentre une douzaine. Ah, OK, c'est Dans ça. un Faut. four. Des petites tartes Mais après, il faut qu'ils individuelles. changent. C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas un four. En tout cas, ils vont évoluer dans leur. Ils m'ont dit qu'ils vont acheter du nouvel équipement pour amener la production à leurs besoins parce que là, on s'entend que ça commence à être plus populaire. Ben ouais, mais surtout que les gens de Laval, on n'a pas allé loin parce que là. Ben souvent, non, c'est ça l'avantage. C'est des produits qui sont faits localement. Évidemment, ils sont transformés sur place par les cuisiniers, par les employés de la place, puis on les achète localement aussi. Donc, évidemment, ça revient, c'est assez à la mode aussi d'être local et tout, mais eux, ça Ouais. fait déjà Mais plusieurs c'est une mode années quand qu'ils sont même bien intelligente implantés. aussi, c'est pas Ben une oui, mode, c'est Non, exactement, c'est plus bien consciencieux, d'encourager tout ça, à fait. ben ouais. Puis ils sont aussi implantés un peu dans les parcs. Il y a un programme aussi pour les marchés plus locaux là, dans les parcs. Donc, ils offrent un peu de leurs produits aussi à travers Donc, l'été. si on veut réserver, on peut les appeler ou On aller. peut les appeler, aller sur leur site Internet aussi. Donc, je le rappelle, c'est la ferme au Vieux-Chêne. Vous pouvez aller consulter ça sur Internet. Et bon, ça, c'est pour la période jusqu'au 28 avril. Sinon, après, on peut toujours réserver la salle aussi. Mariage, événements et compagnie. Puis, il y a des méchouis champêtres qui sont proposés. Puis pour Noël, éventuellement plus tard, là aussi, ils font tout un spécial là-dessus de novembre à janvier. Donc, Mais c'est à l'année bientôt longue. Noël, c'est dans 9 mois. Oui, c'est ça. Ouais. Bien vous réserver tôt On va que tard, passer ça, l'été c'est un sûr. peu avant de On va quand même passer aller à la Noël. cabane à sucre. On a jusqu'au 28 avril, donc Jusqu'au un bon 28 mois avril. pour aller à la cabane. Et merci, belle proposition, Jean-Luc. Merci. Avant de continuer, je vous présente le plat qu'on a aujourd'hui, la nourriture qu'on déguste. Hein? On a déjà commencé un petit peu à goûter. On a bocconcini, tomate, une salade de roquette avec un tartare de saumon qui nous vient du restaurant Zibo Resto-Bar situé dans Centropolis, au 245 Promenade de Centropolis. Donc, on déguste ça aujourd'hui. Et là, on passe tout de suite de nourriture à quelque chose qui était moins agréable. Ou est-ce qu'il faut plus contrôler la nourriture un petit peu? Ben c'est ça, c'est la cellulite. Martine, Ben tu nous oui. parles de cellulite aujourd'hui. Pour moi, printemps égale synonyme de préparation à l'été et été bikini. Alors, Égale chasse à la cellulite. Oui, exactement, c'est ça. Alors, la cellulite, ben, on sait un peu tous c'est quoi, hein, les femmes, on en a tous un peu ou pas beaucoup, ou en tout cas, chanceuses ceux qui n'en ont pas du tout. C'est vraiment des amas de gras qui se logent principalement derrière la cuisse. On peut en avoir aussi un peu au bras, au ventre, mais principalement, là, c'est vraiment aux fesses et derrière la cuisse.
Bon, malheureusement, nous, les femmes, on est une belle machine de production, on fait des enfants, on les allaite. Alors, le corps a comme instinctivement un réflexe d'emmagasiner des graisses pour justement avoir du gras pour le bébé et pour la production de lait. Mais bon, des fois, lorsque les gars sont moins propices un peu à la cellulite, mais moins que peut-être. Mais non, il y en a des gars qui ont des cellulites sur les fesses. Oui, non, c'est ça. Même ma fille de 4 ans en a quand même, quand elle sert les fesses, elle a un petit peu de cellulite. Mais bon, à 4 ans. Oui, des amas de gras emmagasinés. Il y a pas les bébés en ont des fois. Oui, il n'y a pas d'âge nécessairement pour avoir ça. Et plus on vieillit, par exemple, plus, évidemment, notre système va ralentir et plus ça peut gonfler un peu, avoir un aspect encore plus ressorti. Mais ça, oui, c'est encore plus difficile à la faire disparaître, exactement. Mais il y a plusieurs facteurs aussi. Il peut y avoir un côté génétique aussi de ça. Donc, si votre mère ou votre grand-mère en a, bien, vous êtes plus propice à en avoir. Moi, ma mère en a pas, donc je suis plus propice à pas en avoir. Mais ça, c'est des réserves de gras, dans le fond. Comment est-ce qu'on fait pour éliminer ça? Est-ce que si on mange moins gras, on en a moins? C'est sûr que la première chose, il y a plusieurs choses sur le marché qui est disponible au niveau des effets miraculeux qui nous présentent promotionnellement des fois. Mettez une crème et ça part en 2 jours. Non, moi, je pense vraiment, là, et pour l'avoir essayé et avoir longtemps été un peu dans le milieu de l'entraînement, la première chose, vraiment, c'est l'alimentation. C'est vraiment ça la base de tout. Parce qu'on peut... Et c'est pas une question d'embonpoint. Hein. On pourrait peser 300 livres et ne pas en avoir, et peser 95 livres et en avoir plein. C'est vraiment au niveau de notre alimentation de base, et de 2, comment notre corps va gérer le tout. Parce que si on est très, très, très mince, parce que notre corps élimine bien, mais on mange très gras. Ça là, c'est aussi. Mais il y a plusieurs choses. Le gras, c'est sûr que le gras, plus on va manger gras, bien, plus on va en avoir de 1. De 2, le sucre, souvent le sucre, plus on mange de sucre, à un moment donné, les glucides se changent en gras, donc on peut en avoir encore plus. Et oui, le fameux sel qu'on dit, moi, je mange pas de sel parce que j'ai peur de faire de la cellulite, c'est que le sel est un peu bloqueur de canaux. Donc, juste pour vous imaginer ça un peu, les tuyaux dans le corps vont se remplir de gras et le sel va un peu aller compacter le tout, qui fait qu'à un moment donné, bien, ça peut pas passer nulle part parce que c'est un peu bouché. Ça va se tasser. Exactement, ça va se compresser. Donc, et là, ça fait de la belle plure d'orange. Alors, idéalement, il faut faire attention à notre alimentation. Ouais. Donc, moi, je dis toujours fruits, légumes, viande, une bonne alimentation basée à peu près pas uniquement là-dessus. Là, on peut mettre des produits laitiers et céréaliers, mais de faible en gras le plus possible, de 1. De 2, évidemment, il y a l'exercice là-dedans. On le dit toujours, il faut faire l'exercice. Pourquoi? Ça active la circulation sanguine, ça active notre métabolisme. Et justement, plus on va activer notre circulation sanguine, plus on va venir déloger ces amas de gras-là qui sont logés et qui sont bloqués là. Aussi, il faut faire attention lorsqu'on prend des bains chauds, douche chaude ou spa ou sauna. Plus spa, mais vraiment dans un endroit vraiment très, très, très chaud, parce que ça augmente la circulation sanguine et ralentit un petit peu. Alors, si on fait vraiment un bain chaud ou une douche chaude, il faudrait vraiment prendre au moins une petite minute dans une douche froide pour se ressaisir, pour aller activer la circulation sanguine. C'est vraiment ça qui fait la grosse différence. L'activité physique aussi va accentuer la circulation sanguine. C'est sûr que les crèmes, il y en a plein, tout plein vraiment sur le marché. Ça peut aider. Ça va aider. Mais si vous mangez pas bien, vous faites pas d'exercice, bien, ça sera pas miraculeux. Là. Ben non, c'est ça. Il y a aussi des centres de cliniques qu'on peut aller avec vraiment des traitements anticellulite, là, avec des grosses machines. Ça, ce que ça va faire, c'est pas mauvais. Ça va vraiment aller faire une compression pour venir déloger les amas de graisse. Encore là, s'il n'y a pas d'exercice, on va faire un traitement de 6 à 8 traitements et par la suite, ça va revenir. Alors, c'est vraiment, moi, je pense que c'est une combinaison vraiment exactement à changer pour l'enlever. Premièrement, là, on peut mettre le paquet des traitements, la crème et tout. Et une fois que on a diminué de 75-80 par la suite, on entretient le tout. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, personne n'a mangé pendant qu'on parlait de ça. Non, mais c'est tellement intéressant ce que tu dis. Intéressant, on a une petite salade. On parle de gras. Mais bon, merci Martine quand même de nous avoir éclairé là-dessus. Oui. Et on va faire le lien dans quelques instants avec le spa finlandais, oui, avec Cynthia. Merci. On va maintenant sortir un petit peu du studio. On va suivre Jade Moreau, qui est allée faire un tour à la fromagerie des Nations qui se trouve dans le marché gourmand du Centropolis.
télévision régionale de Laval se trouve à la Fromagerie des Nations et je suis en compagnie de Frédéric Legoupil, la gérante de la fromagerie. Donc, bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, donc je vais te poser quelques questions par rapport au fromage. Commençons par quel est le fromage le plus populaire? En fait, c'est vraiment relatif selon les gens aussi. Tous les goûts sont dans la nature, donc tous les fromages sont bons pour tout le monde aussi. Puis, mais tu as quand même des meilleurs vendeurs, c'est certain. Oui, c'est sûr qu'il y a quelques classiques, soit dans les fromages québécois qui sont vraiment à l'honneur dans les dernières années. On a le Migneron de Charlevoix qui est un classique que tout le monde aime, tout le monde prend. On reprend souvent aussi dans son assiette. Parfait. Est-ce qu'il y a des fromages qui ont gagné à des concours en 2012, en fait? Oui, il y a le concours Caseus au Québec qui représente tous les fromages québécois. Puis c'est en été, souvent à Warwick. Cette année, il y avait eu le premier prix, c'était le Louis d'Or, un fromage québécois qui vient de Sainte-Élisabeth-Warwick, lait cru biologique pâte ferme. Ensuite, il y avait en deuxième place l'Alfred Lefermier, un peu même genre, plus gruyère, pâte ferme, lait cru bio. Puis un troisième qui était chèvre à ma manière en estrie de la fromagerie La Moutonnière, qui est un excellent chèvre aussi. Donc, ce concours-là, c'est seulement des fromages québécois. Il n'y a pas de fromage d'ailleurs, en fait. Non, c'est vraiment exclusif québécois. Et des petites questions, là, pour mesdames et messieurs à la maison. Pour une raclette, c'est quoi que tu conseilles comme fromage? C'est sûr, nous, ici, on a vraiment une grosse variété de fromages à raclette. On a à peu près une trentaine de variétés différentes, autant québécoises, françaises, suisses. Tous les goûts sont là. Il y en a qui sont aromatisés. Donc, c'est sûr que c'est le goût des gens qui va déterminer quels fromages sont meilleurs pour eux. Et goût personnel, là. Et ton goût personnel, en fait, que je veux savoir. Là. Pour une fondue, toi, c'est quoi que tu prends? Moi, j'aime beaucoup la recette classique suisse, qu'on mélange gruyère et mental et vacherin avec un peu de vin blanc ou de la bière aussi, c'est super bon. Je vois qu'il y a d'autres choses aussi dans le magasin, qu'il y a des fromages. Qu'est-ce que tu vends d'autre ici à la fromagerie? En fait, on a beaucoup de charcuterie, des antipastos, des olives avec des recettes maison qu'on fait. Tout ce qui est épicerie fine, huile d'olive, vinaigre balsamique, vraiment de tout. Je me demandais si vous offriez un service de sommelier ici, donc vin fromage. Si les gens ont des questions, peuvent-ils venir vous en poser? Oui, on peut vraiment offrir un service de sommellerie avec les plateaux de fromage. On a un sommelier qui travaille avec nous. Donc, selon ce que les gens veulent, on peut offrir monter les plateaux, les accompagnements avec les suggestions de vin de notre sommelier aussi. Puis, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont un mariage qui arrive bientôt ou une réception? Est-ce qu'ils peuvent venir aussi puis vous faites quelque chose de gros par rapport à ça? Oui, tout à fait. On fait toutes sortes d'occasions de réception de mariage et toutes les occasions sont bonnes pour venir faire les plateaux avec nous. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Parfait. Donc, je vais revenir bientôt pour prendre des fromages chez Alèchant ici. Donc, c'était Jade Moreau de la télévision régionale de Laval. J'étais à la Fromagerie des Nations au Centropolis. Donc, merci, à la prochaine. Alors, on vous en a parlé un petit peu plus tôt à l'émission. On parlait, oui, de cellulite. Et là, on parlait d'un petit réconfort où il faut faire attention à la cellulite. C'est le spa, quand on va au spa. Et là, avec Cynthia, comme je le disais au début, on triche un petit peu aujourd'hui. On traverse le pont. On s'en va à Rosemère, mais c'est tellement proche de Laval qu'on dit ça vaut les tours. C'est juste l'autre côté de Sainte-Rose, de l'autre côté du pont. Ben ouais. Alors, c'est tout près, c'est à quelques minutes. Le Finlandais. Le Finlandais. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été au Finlandais? Oui. Non. Oui? Non, j'ai jamais eu la chance encore. Déjà, On voit qui est intéressé par les spas. Moi, je suis intéressé, par exemple. Ah, t'es intéressé? Bon, on t'amènera. Ben, Moi, je suis intéressé à en savoir plus, mais d'y aller, c'est une autre affaire. Après ma chronique, écoute, tu vas vouloir y aller, c'est sûr, Nicolas. OK? Alors, le Finlandais, c'est vraiment
vraiment un havre de paix. Là. Écoute, le paysage est tellement beau. C'est situé sur le bord de la rivière des Mille-Îles. Et écoute, moi, j'ai été... C'était encore l'automne, parce qu'on peut y aller à n'importe quelle saison. C'est sûr que l'hiver, c'est plus le fun parce que, bon, il fait moi, je suis allée l'hiver. Dehors. Ouais. Puis, inquiétez-vous pas, là, vous n'avez pas froid l'hiver dehors. Non. Est-ce qu'on peut aller dans la neige après puis retourner dans le spa? Est-ce que c'est... il y en a qui sont un peu extrêmes. Il y a la douche glacée, mais dans la neige, je suis pas sûre. Il y en a qui vont, mais j'ai pas vu beaucoup de gens. Déjà, quand tu vas dans l'eau glacée... T'as pas le goût d'aller dans la mer. Moi, je préfère plus l'hiver que l'été parce que quand tu es à l'extérieur avec le sauna, l'eau est très chaude. Et quand il fait très chaud dehors, il me semble que ça... Il y a moins de différence. Oui, c'est différent. Parce que quand l'air est frais, est très froid dehors, il me semble que c'est plus reposant. Oui. Mais ce que je disais tantôt, c'est que moi, j'avais été à l'automne, puis le paysage que j'avais, parce qu'il y a même des hamacs qui sont dans les arbres sur le bord de la rivière des Mille-Îles, puis c'est de toute beauté. Ouais. Là, tu vois vraiment, là, tous les arbres sortent de couleur, la rivière. T'es dans ton hamac en bikini, mais il fait quand même frais, là, tu sais, c'est pas chaud. Alors, c'est vraiment reposant. Je trouve que c'est bon parce que, mettons, comme cette semaine, là, juste le fait qu'on ait décalé, qu'on ait avancé l'heure, je suis toute déboussolée. Écoute, je suis vraiment fatiguée. Je me dis, bon, pourquoi c'est pas prouvé aller... que ça fait un effet quand même sur... Ah oui, sur le c'est incroyable. Juste une heure, je suis complètement déboussolée. Puis je me disais, bon, OK, pourquoi pas aller au spa, justement. C'est ça que j'ai fait. Et puis, écoute, ça a été une super de belle expérience. C'est pas la première fois que j'y vais, puis je le conseille vraiment à tout le monde d'y aller. C'est... y a-t-il des massages si on y va aussi? C'est ça, il y a plein de services quand tu vas au Finlandais. Donc, tu as les bains finlandais qui servent vraiment à dégager toutes les toxines que tu as dans ton corps. Est-ce que c'est ça, des bains de boue, ou je mélange avec d'autres choses? Non, les bains finlandais, c'est vraiment ce qu'on parlait, là, les bains tourbillons, le bain glacé. Donc, c'est vraiment l'alternance entre le chaud et le froid qui fait que tu stimules ton système sanguin qui libère les toxines. Ça aussi, ça dégage des endorphines qui font que c'est un antidépresseur naturel. Donc, ça fait vraiment du bien. Ah ouais. Comme tu disais, il y a aussi les massages. Oui, il y a des massages. Il y a toutes sortes de massages. Il y a aussi des bains de boue pour toi, si jamais ça t'intéresse. Alors, oui, c'est ça. Peut-être un jour. Mais j'en ai déjà essayé un et c'est quelque chose... tu as l'impression que tu renouvelles ton corps, là. Ah oui? En fait, j'ai jamais essayé ça. Ouais. J'ai déjà eu un enveloppement d'algues aussi. Ah, mais il y a ça aussi. Ah oui? Et ça a l'air que c'est pas du tout thérapeutique. C'est juste thérapeutique dans la tête. Ben après ça, tu sens le chocolat Mais pour non, mais un bon 24 apparemment heures. que ça déloge la cellulite, le cacao. Mais moi, j'entends... c'est plus controversé, le cacao, que c'est plus prouvé la boue et les algues, que le chocolat, c'était comme... Ben, une pour le brun, une pour le... Oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs services. Donc, comme je disais, il y a les bains finlandais, il y a les massages. Il y a même un petit bistrot, si jamais ça vous tente d'aller prendre un c'est très verre bon. de vin J'ai mangé la dernière sur le bord fois. du foyer. Tu sais, c'est comme... Après la journée, parce qu'avant, prendre un petit verre, d'aller dans un sauna chaud, peut-être que... Sur Internet, si vous allez sur le site Internet, ils vous expliquent vraiment toutes les étapes à faire pour faire une bonne séance. Là, maximiser la séance. De thermothérapie. Là. Donc, ça vous explique vraiment tout. Puis aussi, les gens, si on y va le matin, avant une certaine heure, je pense que c'est 11 heures, on a des tarifs spéciaux. Oui, aussi, je pense que oui. Oui. Puis vous pouvez même y aller 11 le soir aussi, si jamais ça vous intéresse. Là. Mais le soir, je pense que c'est plus un peu plus le monde de party. Avant de sortir. Le temps qu'on peut, mettons, aller dans un spa ou dans un sauna, ou c'est pas grave. Mais de limite de temps, oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est recommandé? C'est à peu près 10 minutes là, dans le sauna. Après ça, tu vas passer à un autre... Après 15, il commence à fondre. Après ça, tu t'en vas dans On la passe douche quand même glacée. plusieurs heures là-bas sur le site, puis surtout, comme tu disais, de parler de c'est reposant. hamac, ça fait du bien d'aller là plusieurs heures. Oui. Si notre Alors, horaire le permet. Donc, ceux qui veulent y aller, le Finlandais, qui est situé sur la 125 boulevard Curie-Labelle. Donc, si jamais il y en a que ça intéresse, si vous pouvez aller voir sur Internet au www.lefinlandais.com. Belle suggestion. Merci, Cynthia. Merci. Comme à chaque semaine, on se plonge dans le cinéma avec Nicolas Poirier. Aujourd'hui, il nous présente quel film? Je vous parle du film The Call. En français, c'est L'Appel. C'est un thriller qui met en vedette Halle Berry. Et pour ceux qui ont vu la bande-annonce, ça a l'air un petit peu...
ordinaire comme film. C'est ça, on voit un peu qu'est-ce que c'est. C'est une opératrice du 911 qui reçoit un appel. C'est une petite fille qui est prise dans une voiture. Elle a été kidnappée, elle est dans le coffre. Et là, bon, c'est elle qui l'aide à passer au travers ça. Et en même temps, essayer de la retrouver, évidemment. Et au début, j'ai été assez surpris quand j'ai vu ce film-là parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Quand ça commence, c'est bon, quand même pas mal intense. Mais le problème avec ça, puis je suis loin d'être le premier à l'avoir dit, c'est qu'à partir de la moitié du film, l'intensité diminue, il n'y en a pas beaucoup. Là, on comprend le pourquoi du comment, pourquoi le méchant, il est méchant, puis bon, tout ce qui vient avec ça. Dans le fond, c'est un être sensible, qui a eu des souffrances dans sa vie. On l'excuse de faire des meurtres. Non, OK, tu ris, mais c'est à peu près ça. Je peux pas dire le comment du pourquoi. Sois gentil, là. Mais bon, c'est un bon divertissement quand même. Pour mettre son cerveau à off, ça fait très lorsqu'on n'a pas beaucoup d'attentes. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'attentes. Si on a beaucoup d'attentes, vous risquez d'être un petit peu déçu. Mais par contre, si vous n'avez pas... voir la belle tête frisée de Halle Berry. C'est ça. Mais par contre, elle est très bonne dans le film. Elle est vraiment très bonne. Et moi, au début, quand j'ai voir ça au cinéma, au début, je pensais que je m'étais trompé de salle parce que quand ça commence, la première chose que tu vois, c'est le logo de la WWE. Bon, c'est la lutte, pour ceux qui connaissent pas ça. Et moi, je me disais, comment ça se fait que ça, c'est là? Je me suis trompé de salle. Est-ce que Halle Berry, tout à coup, va aller dans la lutte puis on le sait pas? Parce que tout ce qu'ils font, tout ce que la WWE fait, c'est des films pour mettre en valeur leurs lutteurs. C'est que souvent, c'est des films d'action un peu cheap. C'est des films qui se ramassent la plupart du temps en vidéo ou pour la télé. Et là, tout à coup, je vois qu'ils commencent à faire d'autres types de films. Moi, je m'attendais vraiment à voir un lutteur à un moment donné. J'en ai pas vu. Un peu déçu. Peut-être déçu? Peut-être qu'il était caché quelque part derrière une voiture. J'étais pas déçu. Je ne serais pas tant que ça sur la lutte. Mais par exemple, ce qui est drôle, c'est que pour la promotion du film, ils ont fait, durant un show de lutte, ils ont fait une petite promotion. Et il y a Halle Berry qui fait semblant de faire une entrevue télé. Et là, tout à coup, tu as un des lutteurs qui s'appelle Kane qui l'appelle, puis qui dit... Kane, il y a un masque rouge. Et puis, en tout cas, il l'appelle, puis il dit « Hey, comment ça se fait que tu réponds pas à mes lettres? J'arrête pas de t'envoyer des lettres. » Et puis elle répond quelque chose comme « Ben oui, mais l'adresse de retour, c'est aux profondeurs de l'enfer. Tu sais, comment tu veux que je le fasse? » Et c'est quelque chose qui a pogné parce que le but de ça, c'était d'attirer les jeunes garçons pour aller voir ce film-là. On est rendu loin quand même dans les promos de films. Là. On est rendu loin, On fait des mises en scène réelles dans des événements. Oui, bien, c'est toujours un petit peu comme ça. C'est juste que la WWE, mettons, c'est plus là, l'actrice était là. Oui, elle était pas dans le show de lutte, c'était juste un montage qui avait déjà été fait. Et le but de ça, c'était d'aller chercher un autre type d'audience, c'est-à-dire les jeunes garçons, parce que tout ce que le WWE fait dans les films, c'est pour attirer les jeunes. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour tout le monde, ou 13 ans et plus. Et ça a marché totalement, même qu'il n'y a personne vraiment qui comprend ce qui s'est passé. Le film, avec un budget de 13 millions, les gens s'attendaient à ce que le film fasse 11 millions dans la première fin de semaine, ce qui est bien, ce qui est correct. Le film en a fait 17 millions. Ça fait que tout le monde s'est dit, comment ça se fait? C'est donc bien le fun, c'est donc bien cool. Pourquoi? On le sait pas trop. C'est au numéro 2 en Amérique du Nord. Ça a battu le film The Incredible Burt Wonderstone, qui est je vais dire un flop commercial rendu là à 10 millions au numéro 3, ça va disparaître, ça va tomber dans le vide très dans 3 certainement semaines. Beaucoup plus. Tu disais un budget de 13 millions, c'était le salaire de Libero au complet? Mais c'est pas beaucoup pour un film américain de cette envergure-là, 13 millions. Non, c'est pas beaucoup. Mais ce qui se passe d'un film québécois. Mais ce qui se passe avec ce type de film-là, c'est que ce film-là, c'était à la base censé être une série télé. Ils se sont dit, on peut pas vraiment en faire assez, on va faire un film avec ça. C'est des films, des thrillers comme ça, c'est facile à faire, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher, puis le rendement est bon au niveau de l'argent. Donc, 13 millions pour ce type de film-là, c'est très bien. Donc, tu nous le recommandes ou on s'abstient? Ça fait la job. Si on veut mettre notre cerveau à off, c'est très bien. Sans qu'à rien faire. Ouais, pour des gens qui aiment ce genre de thriller avec des meurtres et des appels, suspense. Donc, The Call, de qui, le réalisateur? De Brad Anderson, qui est connu pour avoir fait des trucs télé, beaucoup de séries télé. Merci, Nico, de la proposition. Ça fait plaisir. Cette année, Pâques, c'est très tôt, pas mal dans les dates les plus tôt que ça peut être. Et j'en profite pour vous donner des petites idées d'activités que vous pourrez faire dans le temps de Pâques. Hein, parce que pourquoi pas? Bientôt. Pourquoi pas? Surtout avec les enfants, quand même, c'est sûr que Pâques... Sont en congé. Pour les adultes, il y a les brunchs de Pâques dans les hôtels qui peuvent être intéressants. Mais il y a des activités vraiment intéressantes qui s'en viennent prochainement à Laval, entre autres. Première suggestion, c'est au Centre Laval, une activité de décoration de biscuits et de cupcakes.
Oui, j'ai vu ça, ça a l'air on aime ça. Tu vois, même pour les adultes. Ben oui, c'est pas juste pour les enfants, cette affaire-là. Donc, ça va être pendant 4 jours. Bon, là, déjà, il y a des dates qui sont presque passées, le 23-24 mars, mais aussi 29 et 30 mars. C'est une activité gratuite l'après-midi dans le Centre Laval. Bon, oui, pour enfants, mais pourquoi pas y aller avec un petit enfant comme prétexte, dire oui, c'est un enfant, je veux le faire. On prend Louis. Mais c'est le fun, décorer des cupcakes, là. Ben, c'est ça, donc, il va y avoir des animateurs. C'est avec Sweet Isabelle, l'équipe de Sweet Isabelle, qui vont vous donner des trucs de décoration, mais aussi vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Et il y aura aussi un petit studio de photos qui sera là pour que vous puissiez garder un souvenir Prendre des photos de votre cupcake. Immortaliser le moment. de Pâques. Oui, c'est ça. Parce que les cupcakes, souvent, c'est ça. On dirait que c'est comme plus beau Non, c'est pas que mal. bon. Ah, que bon! Non, mais c'est vrai, des fois, ils sont tellement beaux que tu veux même pas les manger. Tu sais, des fois, ils font des espèces de présentoirs montés. Ben, c'est ça, c'est tellement beau. Tu fais, Touche-les pas. Souvent, le glaçage, Ouais. ça, bon, c'est... Mais c'est le fun si les enfants peuvent manipuler la douille, tu sais. Ouais. puis- Ben, c'est ça, de vraiment... Puis bon, c'est tout petit, donc bien sûr que c'est fait pour les enfants parce que, bon, petit cupcake, c'est pas comme faire un gros gâteau. C'est assez intéressant, donc ce sera principalement le week-end de Pâques au Centre Est-ce qu'on peut Laval. seulement se présenter ou on doit réserver? Oui, ben c'est gratuit. Ben, vous pouvez aller sur le site centrelaval.com pour savoir si on doit réserver. C'est entre midi et 16 h. On peut s'imaginer que ça va être quand même assez populaire. Ouais. As-tu une limite de cupcakes qu'on peut faire si on veut aller là et en faire comme 40 parce qu'on a un Il gros faut party laisser la après, chance puis, aux autres. Là. Pour les enfants qu'elle vient de dire. On les Ouais, mais photographie. T'en fais un là-bas, puis tu vas t'exercer à la maison pour On les peut-tu les 30 manger secondes. après? Ben oui, quand même. Ah, c'est ça. j'imagine. On les décore et on les mange. Mais c'est sûr que tu ne peux pas dire je veux en faire 40. C'est de décoration. Ils seront déjà très certainement déjà cuits, mais c'est une décoration de cupcakes. Donc ça, c'est première activité. Deuxième, c'est, là, on change un petit peu d'univers, c'est au musée Armand Frappier, qui est un musée scientifique. Mais là, il se sert de leur exposition permanente qui s'appelle Microzoo, qui est comme une exposition d'un zoo, mais pour des micro-organismes. Donc là, on change vraiment. Sauf que, ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire là pour Pâques? Mais là, ils font une activité spéciale pour Pâques. Encore une fois, pour les enfants, pour faire quelque chose de plus stimulant. Ils font comme un peu une chasse au trésor d'œufs de Pâques ou de petits chocolats de Pâques. Et ce qui fait Dans que les là... parasites. Oui, ou presque. En fait, c'est que là, les enfants vont courir après les petits œufs de Pâques ou les gâteries chocolatées. Et là, quand vous en découvrez un ou une gâterie, bien là, vous êtes à une station et on vous explique c'est quoi Le cadeau, c'est la vulgarisation scientifique. Oui, c'est ça. Donc là, les enfants restent parce que là, ils ont des petits chocolats à manger et on leur fait découvrir le monde des micro-organismes. C'est comme un hameçon pour les forcer c'est à ça. apprendre. Ils sont là, mais ils n'écoutent pas. C'est dans le manger à On cache le micro-organisme à l'intérieur du chocolat. Puis une fois que les enfants l'ont mangé, regardez ce que vous avez mangé, les enfants. Presque. Mais bon, c'est une façon quand même intéressante et stimulante. Ça sera ça le 29 mars et 1er avril, donc vendredi saint et lundi de Pâques. Ils seront ouverts exceptionnellement pour faire ça, cette chasse. Et à la fin, on promet des surprises aux enfants s'ils complètent tout le trajet du micro-zoo, donc l'exploration des micro-organismes. Et ça, il faut réserver aussi. C'est des visites guidées qui auront lieu à chaque heure entre 10h et 17h, 29 mars et 1er avril. C'est quand même quelque chose de... C'est original. Ben, c'est intéressant. original. C'est- Parce que Différent. faut faire connaître aux jeunes. Faut sortir de zone de confort un peu. Ben c'est ça. Donc, c'est notre proposition. Et dernière proposition, elle, qui aura lieu un petit peu plus tard, je vous en parle tout de suite parce qu'il faut réserver. C'est le 6 avril dans les bibliothèques, dans 2 bibliothèques à Laval, bibliothèque Germaine Guévremont et Émile Niligan, où on fait un atelier de cuisine. Donc, on n'est pas dans les cupcakes, mais on est dans les ateliers sucrés. On appelle ça, en fait, le temps des sucres, les petits cuistots, le temps des sucres. Donc, c'est un atelier qui s'adresse aux 6 à 9 ans pour leur apprendre à cuisiner. Puis c'est fait en collaboration, entre autres, avec les ateliers 5 épices Ah oui, oui. qui essaient de promouvoir le bien manger, les façons Chez les plus de petits. cuisiner chez les petits-enfants, souvent du primaire, même des fois des garderies. Et donc, il y aura deux activités le 6 avril, une le matin, une l'après-midi, mais réservées dès maintenant parce que ça risque aussi d'être pas mal populaire. Elles sont gratuites dans la bibliothèque? C'est gratuit. Les activités dans les bibliothèques, toujours gratuits. Il y a tellement de choses, il faut vraiment... C'est vrai, Faut en profiter. C'est vraiment, souvent, on les ignore parce que, bon, on pense que les bibliothèques, c'est des livres, Mais il y a autre chose. beaucoup Mais d'autres surtout, choses. où est-ce que c'est annoncé, ces activités-là, quand on n'a pas, mettons, l'habitude d'aller à la bibliothèque? Bien, allez sur le portail de la Ville de Laval. Donc, déjà, là, vous avez toutes les activités. Ou si vous tapez « Activités Laval », Ou même quoi Déjà. faire Laval, tu vas le ben, voir. c'est ça. Déjà, là, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont pas mal plus loin que les livres.
C'est sur ces petits coups de cœur que se termine cette première portion d'émission. Merci à vous quatre d'avoir été présents aujourd'hui. Et je vous retrouve dans quelques instants pour la table ronde qui va porter, entre autres, sur des organismes d'économie sociale qui sont dans le domaine culturel à Laval. Restez à l'écoute. C'est la deuxième portion de Ça vaut le détour qui commence et je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt. On va parler de culture, mais tout particulièrement de modèles d'entreprises culturelles, que ce soit des entreprises d'économie sociale ou des coopératives. Et je vous présente tout de suite ceux qui sont autour de la table. Tout d'abord, Jean-Sébastien Difrouchia, qui est directeur général d'Ikebana Productions. Bonjour. Bonjour. On a aussi du café Le Signet à Sainte-Rose, à Laval, Isabelle Clément et Muriel McGrath, présidente du conseil d'administration et gérante coordonnatrice. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et finalement, de la coopérative de solidarité Sainte-Rose-des-Vents, Adler Louis-Jean, président du conseil d'administration. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et évidemment, on va parler aujourd'hui, je le disais à l'instant, de vos modèles d'organisation d'entreprise. Mais avant d'en parler, on va un peu vous connaître. Je commencerai avec Ikebana Productions. Vous travaillez dans le domaine du cinéma et des nouveaux médias depuis quand même plusieurs années. Tout à fait. On existe depuis, je dirais, le mois d'octobre 2007, le 16 octobre 2007 pour être plus précis. On vient d'entamer là, notre sixième année là, d'opération. On est un organisme qui vise à encourager la relève du domaine du film et de la télé au Québec, particulièrement, comme tu l'as mentionné, dans les nouveaux médias. Donc, on a lancé en mars 2011 un portail qui s'appelle ikaweb.tv, qui est un portail dédié à la web-série et au court-métrage du jeune talent québécois. Donc, on a chez nous un volet qui est plus lucratif, je peux me permettre de dire. C'est ce qui fait rentrer les sous régulièrement dans l'organisation. Donc, on fait de la corpo, on fait toutes sortes de vidéos, que ce soit des vidéos publicitaires, des vidéos explicatives de produits. Et tous les surplus sont réinvestis dans nos projets pour ikaweb.tv. Qui s'adresse principalement aux jeunes créateurs. Aux jeunes créateurs de moins de 35 ans et des indépendants aussi. On ne ferme pas la porte nécessairement parce qu'il y a quand même du talent partout. Et pas justement partout. À Laval, oui. À Laval, oui, mais... Sur tout le territoire tout à fait. québécois. Exact. Plus loin? Pour l'instant, c'est ici. Mais j'aime dire quand même qu'on a participé à une activité en France. Ça s'appelle le Forum Blanc. C'est un forum de discussion là, qui a lieu pendant 4 jours au Grand Bornand en France, où plusieurs acteurs des nouveaux médias s'assoient et discutent d'enjeux, de difficultés, comment faire évoluer le milieu, où est-ce qu'on s'en va, tout ça. Donc, on est parti d'une délégation canadienne, des gens, moi, je représentais pas mal la région de Laval, j'étais le seul, mais on est fiers représentants. Ouais. Mais on est parti gérer un groupe là, d'à peu près une dizaine de personnes représentant différentes entités culturelles dans la grande région métropolitaine. Et les nouveaux médias, c'est quand même assez jeune, donc il y a beaucoup de travail, peut-être de structure à faire aussi, de se comparer avec ce qui se fait. Tout à fait. On en parlait justement, ça a été comme le nerf de la guerre là, en France. Puis même quand je parle à mes collègues qui travaillent dans les nouveaux médias, surtout pour des portails indépendants comme nous de diffusion, il n'y a pas de modèle encore nécessairement qui est préétabli. Donc c'est de la constante évolution. On s'adapte au milieu, on voit comment il évolue. Puis on essaie de construire autour de ces bases-là qui se construisent lentement. Donc, on essaie de suivre plus la tendance en collaborant le plus possible ensemble, mais on est quand même assez curieux de voir où est-ce que ça va être rendu là, dans les 5 prochaines années. Je pense qu'il y a pas mal de futur pour les nouveaux médias. En tout cas, de ce qu'on connaît en 2013, je pense qu'on est au début de l'exploration. Tout à fait. Tout à fait. On est là à mettre les bases, comme je disais. Là. Donc, on a le volet cinéma, télé, nouveaux médias et on a un café, le café Le Signet, je vous disais, qui est situé à Sainte-Rose. Et juste décrire, vous êtes un café, vous offrez de la nourriture, mais il y a aussi un grand volet culturel, beaucoup plus de choses. Là. Oui, Anne-Marie, si tu me permets, parler un petit peu d'historique. Le café a vu le jour en décembre 2006, donc juste un an avant l'organisation de Sébastien, une entreprise d'économie sociale qui s'est vouée à la fois à l'aide à l'intégration dans l'emploi pour des gens qui ont de la difficulté à intégrer des postes réguliers, mais avec un volet culturel et social. Et donc, on appelle le café Le Signet. Le Signet, c'est parce qu'il y a un coin librairie de livres usagés, mais pas usagés. Ils sont très beaux, nos livres. Mais on a aussi greffé, au fil des 6 dernières années, beaucoup de services qui sont autour de la culture. Donc, des soirées musicales, musicaux, des soirées poésie. Quand on a regardé, puis je me souviens, j'étais une des membres fondatrices, on avait un pro forma de budget de 13 000 $ et une subvention de départ du CLD de 130
238 000 $. Pour tout le fonctionnement du café. Oui. Et là, on se disait, on a une localisation extraordinaire, boulevard Sainte-Rose et boulevard Labelle. On s'est dit, une belle bâtisse ancestrale. Maintenant, comment on va faire pour attirer les gens? Et évidemment, on parlait avec Adler tout à l'heure, la passion du vieux Sainte-Rose, cet endroit très vibrant. On a eu un succès, je peux vous dire, je disais à mon conseil d'administration l'an passé, combien d'organisations au Québec peuvent fêter leurs 5 ans en tant que start-up? Bien, c'est 27 %. Alors, de le faire avec des bénévoles, notre conseil d'administration, ce sont tous des bénévoles. Il y a des gens qui se rendent aux 5 ans parce que... Oui, qui se rendent, oui, effectivement. Et là, je regardais toute l'offre qu'on a pu faire dans les dernières 5 ans, être reconnue par des ministères, d'être reconnue autant pour la partie environnementale. Fait que là, c'est beaucoup de causes qui touchent beaucoup, je pense, une clientèle plus jeune. C'est très intéressant. Je vais laisser ma consoeur Isabelle parler un peu plus précisément de notre offre. Vous êtes gérante, coordonnatrice, donc vous occupez des activités qui... oui. On essaie vraiment de toucher aux 2 volets, qui soient la restauration et la librairie. Le volet de la restauration, on a développé aussi toute la partie traiteur. Donc, maintenant, on peut offrir ce service-là. On a ce qu'on appelle les petits pots du Signet, c'est un nouveau projet aussi. On veut continuer à élaborer sur ce point-là. Côté culturel, comme Muriel en a parlé, on a nos soirées musicales, des soirées poésie. On a sur nos murs, à chaque mois, on a des nouveaux exposants. Donc, on a soit des peintures, soit de la photographie. Donc, on essaie vraiment de maximiser, de favoriser l'accès à la culture dans des moyens restreints. Par exemple, les soirées musicales, c'est à des coûts de 10 $ pour venir voir un spectacle. Donc, ça facilite beaucoup l'accès à la littérature. En gros, c'est un milieu, on pourrait dire, multidisciplinaire aussi, où les gens viennent pour faire toutes sortes de choses à la fois. Donc, créer un milieu de vie aussi pour les gens, que ce soit des gens de Sainte-Rose ou peut-être d'ailleurs aussi, là, que ce soit à Laval ou d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des gens qui, après 5 ans, vous connaissent. Puis quand on met la culture, on vient toujours de finir un sondage où on a eu un taux de satisfaction extraordinaire. 93 % de nos clients sont des gens qui viennent plus de 2 fois par semaine. Donc, au fil des années, je vous disais, à partir de 13 000, cette année, le budget qui va être déposé au conseil va être un petit peu plus que 750 000 $. Pensez-y, à l'intérieur de 6 ans, c'est un beau succès. Mais au-delà de ça, c'est les valeurs, quand je regarde tout le côté restauration, des plats biodégradables, du compostage, être reconnu dans le concours Dynamis pour plusieurs causes sociétales, pas uniquement celle de la culture, je crois qu'elle est importante. Puis je vais faire un petit aparté. Je suis allée pour la première fois avec mon conjoint, ça fait 3 ans que les vendredis musicaux existent. Et je me posais la question, qui sont ces bénévoles-là qui organisent des concerts au café? Et j'étais, en anglais, on dirait flabbergasted. Impressionnée. Impressionnée, plus qu'impressionnée de voir que... J'étais par terre. C'est ça, j'étais par terre. Que 40 personnes qui sont venues au café et les artistes, c'était des jeunes artistes qui étaient à leur 4e et 5e album, des auteurs, compositeurs, interprètes du Québec. Et je regardais la qualité de ce talent-là. Et la jeune dame, elle dit, c'est juste à la Place des Arts et au Café Le Signet où on n'entend pas une mouche voler. Et voir qu'on avait... la Place des Arts. Ben oui. Wow. Et voir qu'on avait converti... C'est tout un compliment. Ouais. Oui, on avait converti. Et là, j'ai dit aux bénévoles, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Te taper ça les vendredis soirs, 10 $ par personne, tu fais pas... tu ne viendras pas à la banque avec ça. Elle dit, Muriel, si ça devient un comptoir incontournable, que les jeunes artistes nous appellent et disent, pour être connus, il faut passer par le Café Le Signet, on va avoir atteint notre mission. Et j'ai trouvé ça brillant. Et concours de circonstances, 2 semaines plus tard, dans la page Facebook, il y a un auteur, compositeur, interprète qui communique avec moi et dit, je viens de faire la Place des Arts, est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce que je fasse ça? Fait que ça, c'est une anecdote intéressante. Ça me donne une bonne idée, une bonne image du Café Le Signet. Et là, on parlait justement d'endroits incontournables. Avec la coopérative de solidarité Sainte-Rose-des-Vents, vous voulez créer aussi un endroit incontournable. Là, on parlera de l'endroit un petit peu plus tard. Là, Vous voulez construire vraiment un édifice dédié
à la culture. Mais comment c'est né cette idée de créer une coopérative à Sainte-Rose, il faut le dire, à Sainte-Rose? Oui, en fait, Sainte-Rose, je pense qu'il y a une histoire qui ça transpire l'histoire. Le Sainte-Rose, le vieux Sainte-Rose, c'est incroyable. Puis on voulait vraiment créer un endroit qui soit une plaque tournante culturelle parce qu'on sait qu'il y a plusieurs festivals, plusieurs endroits significatifs à Sainte-Rose. Par contre, il n'y a pas de lieu de diffusion officiel. Il y a beaucoup de gros lieux de diffusion, beaucoup de petits lieux, mais des moyennes jauges, il y en a peu. Ça, c'est ce qu'on voulait faire. Et qui pourrait réunir plusieurs catégories d'art aussi. Là. Exactement. Ouais. On veut faire de la diffusion d'art, mais dans tous les sens. Là, on parle de théâtre, danse, musique, humour, donc assez varié. C'est sûr qu'on ne veut pas faire la totale programmation de cette future salle-là. C'est une salle, on vise une salle de 220 places. Donc, et c'est un style cabaret qu'on veut avoir. Le Sainte-Rose, le quartier Sainte-Rose aussi a un cachet, donc on veut vraiment garder cette intimité-là entre l'artiste et le public. Puis je pense que ça se prête vraiment à ça. Puis, en fait, le concept de Sainte-Rose-des-Vents, on l'appelle Sainte-Rose-des-Vents, jeu de mots pour la Rose des Vents, parce qu'il y a 4 axes à notre projet. Okay. Donc, le nord étant la salle de spectacle, 220 places, style cabaret. Le sud étant le café culturel, mais plus axé sur des jeunes qui peuvent se rencontrer, des gens d'affaires, créer du réseautage, que les gens se parlent, communiquent, créent des projets. Il y a le côté est qui est la location pour orientation, donc location de bureaux pour des organismes artistiques, culturels. Et le côté ouest qui serait du tournage, donc du tournage de web télé. Donc, et voilà, un partenariat possible ici, oui. Très, très possible. Oui. Donc, de faire du tournage de web télé parce qu'on veut que, dans le fond, la salle de spectacle soit hybride. Donc, de jour, que les tournages soient possibles là et que le soir, on puisse voir des... Qu'on puisse la modifier rapidement pour faire des concerts. Des événements, exactement. Donc, on le sait aussi, tous les festivals à Sainte-Rose, ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment de la journée, doivent mettre fin à leur activité parce qu'il n'y a plus de lieu où que les gens peuvent se tenir et finir la soirée. On sait que ça va être un lieu qui va être significatif pour ça, mais aussi qu'il y a d'autres commerces qui sont dans le coin qui vont aussi bénéficier de cet achalandage-là. Puis on va pouvoir communément, tous les commerçants de Sainte-Rose, pour ouvrir plus tard dans une soirée type. Et donc, Sainte-Rose-des-Vents, vous avez choisi le modèle de coopérative, de solidarité. Vous l'avez dit au Café Le Signet, économie sociale, employabilité, Ikebana Production aussi, par l'aide que vous donnez à la relève aux jeunes, par parler d'économie sociale. La grande question, si ça vous réunit, c'est pourquoi avoir privilégié ce type de modèle-là quand on sait qu'il y a d'autres modèles qui existent où on se penche plus sur nos intérêts personnels et nos désirs d'entrepreneurs. C'était très important pour vous tous de privilégier des modèles comme ça, inclusifs? Bien, pour notre part, en tout cas, la coopérative, on savait que la coopérative est un modèle qui est plus durable. Par exemple, si on compare une corporation à une coopérative, une corporation a un taux de survie de 40 % après 5 ans d'existence, tandis qu'une coopérative, 70 %. Donc ça, c'était très, très important pour nous. Aussi, une coopérative, bien, le modèle est beaucoup plus collectif, donc géré vraiment avec un CA. On a un CA de 7 personnes, dont Jean-Sébastien fait partie d'ailleurs. Et puis, on voulait avoir différentes personnes autour de ce conseil-là qui soient complémentaires dans différents domaines. Donc, encore là, la force du nombre. Puis, on ne parle pas d'action, on parle de part sociale. Donc, c'est très symbolique. On les connaît, les belles coopératives, les Mountain Co-op Equipment. Ça peut être aussi, les gens ne le savent pas, mais les Packers de Green Bay, le club de football américain, est une coopérative. Le Saint-Hubert à Laval, le Saint-Martin et de Laurentides est une coopérative. C'est des modèles, bien sûr, Desjardins. Oui, ça, c'est le modèle de coopérative le plus connu. Au niveau culturel, on est la première coop culturelle à Laval. Donc, on est vraiment content d'être pionnier. C'est ça, parce que c'est pas un modèle. Bon, c'est sûr que la scène culturelle à Laval se développe aussi de plus en plus depuis les dernières années. La force est là. Juste les artistes sont présents aussi, mais les acteurs qui veulent faire la promotion de la scène lavalloise, là, ça commence à se solidifier et les gens veulent faire des partenariats aussi, c'est ça. Et chez Ikebana aussi, ça fait depuis 2007, le modèle d'entreprise était clair dès le départ. Mais disons que c'est un mélange de volonté et de circonstances. Parce que pour nous, il faut comprendre qu'Ikebana Production a vu le jour grâce à un festival qui maintenant n'existe plus, qui était à la base le Festival du film de Laval.
Ah oui. Donc, sous un principe de festival, les festivals sont à but non lucratif en général. Donc, l'organisme est né autour de ce projet-là qui maintenant n'existe plus. Donc, quand on a su qu'on ne pourrait pas reconduire il y a 6 ans le projet, là, on s'est dit, bon, mais il faut se rediriger et tout ça. Puis on a quand même décidé de garder le même modèle d'affaires, qui est pas mal atypique, là, je peux me permettre de dire, parce qu'en prod... En production, télé-cinéma, c'est pas, non. Donc, pour nous, ça a été une bataille vraiment constante depuis les 5-6 dernières années d'un peu, là, je dirais, de se battre pour notre légitimité, si je peux me permettre de dire, parce que tout le monde disait, là, vous faites de la magouille, vous faites pas les choses comme, vous mettez de l'argent dans les poches. On s'est fait accuser d'un couple de trucs parce que les gens, ils étaient pas nécessairement, ils étaient pas nécessairement habitués à ça encore. Même, on parle d'économie sociale aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais les gens ne sont pas conscients de ce qu'est réellement l'économie sociale. C'est un terme, c'est une expression qui est encore, à expliquer. Il y a de l'éducation à faire aussi, là, auprès de la population. Donc oui, pour ma part, il a fallu qu'on explique aux différents ministères, aussi aux bailleurs de fonds publics, pour expliquer, mais vous faites de la prod, mais vous êtes à but non lucratif. Moi, le ministère de la Culture, ils m'ont relancé plusieurs fois, mais on comprend pas pourquoi. Parce que là, pourquoi vous voulez faire ça comme ça? Pourquoi comme ça plutôt qu'un modèle à but lucratif? Parce que en partant, nous, exemple, on voudrait faire une demande pour la production d'un film à la SODEC, on n'est pas admissible. Comme par exemple. Donc, selon les critères actuels, là, c'est... Tout à fait. Le FMC, le Fonds des médias du Canada, on n'est pas admissible non plus à cause de notre structure juridique. Donc, il a fallu se rabattre sur des structures comme plus le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Laval aussi pour les programmes pour les organismes professionnels, mais aussi à travailler sur notre volet d'autogénéré, qui, quand même, c'est environ entre 80 et 85 % de nos revenus annuels, c'est nos autogénérés, ce qui est quand même très, très bien. Là. Mais malgré tous ces obstacles-là, il semble y en avoir quand même pas mal. Oui. Pour Ikebana, c'est certain que c'est le modèle qui va rester. Pour l'instant, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. On ne connaît pas l'avenir. On se dit, si à un moment donné, on veut grossir, est-ce qu'on va devoir effectuer des changements? Je ne le sais pas, mais pour l'instant, c'est la structure qui nous convient, puis c'est ce qui nous fait évoluer et avancer. Qui vous distingue aussi, peut-être. Tout à fait. Oui, c'est notre saveur, notre couleur. Oui, tout à fait. Et un peu moins ardu du côté du café destiné. En fait, quand on parle de réintégration sociale, ça va de soi que le volet travail est important. Hein. Et puis pour le travail, c'est l'entrepreneuriat. Pour nous, c'est un choix évident de ne pas créer un organisme 100% communautaire qui ne vivrait que de subventions, parce que la pérennité de notre capacité à aider les gens serait limitée en fonction il y a une dépendance. Il y a une dépendance et il ne fait pas beau. Il y a une situation particulière qui arrive, puis on est un peu mal foutu. Donc, l'élément entrepreneur et social est important. On aide les gens, mais il faut aussi faire des sous. C'est correct de faire des sous, puis c'est légitime de faire des sous si on n'offre pas une offre culturelle intéressante, si on n'a pas de la bouffe qui est bonne de qualité, qui est faite maison, on n'existerait pas. Et c'est ça la réalité du travail. Fait que si on voulait avoir une expérience réelle pour nos participants, il fallait aller de ce côté-là. Je dirais, l'entreprise, quand on lit sur l'entreprise, puis tu as raison, Jean-Sébastien, c'est excessivement méconnu comme concept. Les gens disent, t'es-tu une OSBL? T'es-tu une entreprise? On dirait qu'il y a un manque de crédibilité. Aussi, parce qu'on va penser qu'on fait comme une petite entreprise. On va penser qu'on est cheap labor aussi, si je peux me permettre l'expression. C'est que nos produits, tu parles de produits de qualité, mais c'est l'objectif avec les entreprises d'économie sociale. C'est non seulement d'offrir des services et des produits, mais que ça soit de qualité. Comme nous, on me dit souvent, vous êtes une entreprise d'économie sociale, la relève, c'est des étudiants qui vont filmer. Non, on est des jeunes professionnels en début, mi-carrière, puis on a du talent, puis on fait ça pour gagner notre vie. Là. C'est pas un étudiant de première année au cégep qui va... Non, mais les gens, ils pensent, tu vas nous envoyer ton étudiant. Non, c'est pas ça, tu sais. Même si on je pense, au niveau de la culture, on a une vision très showbiz des choses, et puis c'est bien, ça existe, c'est l'industrie. Par contre, il y a tellement différents niveaux de diffusion artistique. C'est pas tout le monde qui peut se présenter faire une prestation devant 800 personnes. Il y a des artistes qui sont rendus à faire un spectacle devant 200, devant 50. Donc, déjà, ça, c'est quand même un bon pas pour un artiste. Déjà, même il y en a qui ont pas accès. 40-50 au Café c'est ça. Ça, c'est qu'on fait un gros vidéo. C'est ça. Donc, c'est ça, mais c'est vraiment les gens ont vraiment comme le cliché dans la tête, je veux percer, le fameux artiste qui veut percer, mais on a besoin de lieux. Et on
ouvertes à Montréal, les maisons de la culture, des endroits coop comme le Café Campus et des institutions qui sont là depuis des années. Mais Laval, on est encore au stade embryonnaire. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire, s'inscrire un peu dans cette tradition-là. Parce que c'est la reconnaissance aussi de la scène véritable à Laval. J'en parlais, il y a une ébullition dans les dernières années, mais encore, je pense c'est à travailler, c'est de reconnaître qu'à Laval, il y a des choses, il y a des artistes qui sont lavallois aussi. Donc, on a de la culture à Laval. Oui. C'est pas juste Montréal. Une offre culturelle quand même très intéressante à Laval. C'est que malheureusement, peut-être que c'est peut-être la diffusion. Le problème, c'est peut-être un intérêt des gens. On n'est pas habitué. Encore une fois, même principe que l'économie sociale. Il faut peut-être faire un petit peu plus de sensibilisation auprès de la population lavalloise pour leur dire qu'il y a une offre culturelle et que ça serait peut-être intéressant qu'ils y participent, qu'ils aillent s'en nourrir un peu, là, parce que... Ils connaissent les lieux. C'est ça. Puis une fois que les gens viennent, souvent ils reviennent, puisqu'ils c'est ça, vous parlez que 90% des gens venaient 2 fois par semaine ou plus. Puis dans les soirées musicales, je vous dirais que c'est pas mal toujours les mêmes personnes. Et quand les gens le découvrent, et là, on est rendu qu'on affiche complet presque à tous nos spectacles, les gens voient la différence entre ce qui est présenté au café, qui est très intimiste, qui est différent que dans une grande salle de spectacle qu'on va retrouver à Montréal, par exemple. Donc, c'est pas la même philosophie non plus. Les gens viennent pas rechercher exactement le même produit que dans des grandes salles. Non, mais quand c'est à proximité, c'est un cachet aussi. On parlait de cachet tantôt de Sainte-Rose, mais d'avoir cette proximité avec les lieux, les artistes... on en profite beaucoup. Oui, ce qu'on voit dans la littérature sur l'économie sociale, c'est qu'on est dans une tendance, autant la partie web et sociale, qui s'en vient. C'est-à-dire que les grandes corporations veulent s'associer à de bonnes causes et là, se sont fait brûler à faire des chèques et se retrouver à l'autre bout avec une association ou une organisme qui est arrivé des choses. Ce qu'on va voir dans le futur en termes d'entreprise d'économie sociale, c'est le talent des entrepreneurs, parce que d'abord, des entrepreneurs qui vont s'associer avec des grandes organisations et vice-versa pour faire des choses que la grande organisation ne pourrait pas faire. Elle n'a pas l'agilité, juste faire un simple petit projet pour une grande corporation à la IBM pourrait prendre 3 mois, ce que l'entrepreneur Jean-Sébastien va faire en 1 semaine en termes d'organisation. Si l'entrepreneur d'économie sociale a cette capacité-là d'amener la créativité et la capacité d'agir, les grandes corporations vont se joindre. Et je pense qu'à Laval, notre travail comme bénévole, les gens impliqués, ça va être de faire connaître c'est quoi l'entreprise d'économie sociale et comment ça peut rayonner sur ces organisations-là. Et là, eux, faire des chèques, c'est facile pour faire un projet. Ce qui est plus difficile, c'est d'acheter le branding, la réputation. On voit comment c'est important. Et c'est là où les organisations sont... En tout cas, nous, on est perçus comme plus blanc que blanc parce qu'on fait de l'entreprise sociale. Oui. C'est un peu, on en parlait tout à l'heure, la crédibilité qu'elle est là, que c'est des entreprises sérieuses, on pourrait dire, avec la qualité et qui sont en plein essor. Bon, la coopérative, c'est un petit peu plus jeune. Un bébé. Mais c'est ça, mais quand même un beau projet. Puis en 3 secondes chacun, ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Ikebana Productions? Nous, c'est de rapprocher vraiment, un peu comme elle le mentionnait tantôt, c'est de créer justement des liens avec des grosses entreprises. Ouais. D'aller justement créer des partenariats avec le privé, ce qui viendrait renforcer là, vraiment là, notre désir, si je peux me permettre de dire, là, de création avec les différents projets qu'on appuie cette année pour notre programme d'aide à la création. Donc, de rester authentique avec votre formule à vous, mais d'aller chercher des partenariats. Exactement. Au Café Le Signet, cette année, ce qu'on peut vous souhaiter? Identique aux 7 dernières années. Aider de plus en plus de monde. Oui, le but aussi. Tout ça, c'est d'aider de plus en plus, donc avec une croissance. Idéalement, aider les jeunes artistes de toute nature à percer. Ça, on se souvient de ça pendant longtemps, on en parle longtemps. On invite les gens à aller au Café Le Signet sur le boulevard Sainte-Rose. Et pour la coopérative Sainte-Rose-des-Vents? De réunir. Parce que notre but, c'est de réunir. On va aller chercher nos premiers membres. Là, dès le mois de juin, on va parler de notre première programmation parce qu'on va être en mode itinérant pour les 3 premières années. On va construire la salle en 2016. Donc, la salle arrive, oui. Donc, en 2016, on va avoir notre salle, mais avant ça, on va être en mode itinérant un peu partout. Donc, de réunir les gens dans différents cadres. Ça pourrait être au Signet, ça pourrait être dans un festival X, ça pourrait être un peu partout. Donc, de réunir les gens.
réunir les gens, vous faire reconnaître. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à l'émission. Jean-Sébastien Di-Fauchia, directeur général d'Ikebana Productions, Muriel McGrath, présidente du conseil d'administration du Café Le Signet, Isabelle Clément, la gérante et coordonnatrice, et Adler Louis-Jean, président du conseil d'administration de la coopérative de solidarité Sainte-Rose-des-Vents. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de Ça vaut le détour et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.